téléspectateurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les points qui ont dominé l'actualité cette semaine, tenus lundi dernier, des audiences relatives aux contestations des candidatures à la présidentielle de 2015 au bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest. Le BCED a planché sur 35 cas concernant 28 candidats contestés principalement pour absence de décharge. À un peu plus de 2 mois du premier tour des législatives, le CEP n'a pas encore réuni les 3/4 des 66 millions de dollars nécessaires à l'organisation des élections cette année. L'organisation électorale fait face actuellement à des contraintes budgétaires. Et puis, sachez que l'école de la magistrature a accueilli lundi dernier sa 6e promotion, 60 élèves magistrats dont 30 femmes qui deviendront juges au terme du 16 mois de formation, une grande première en termes d'équité de sexe pour une promotion de l'EMA. Haïti veut se doter d'une nouvelle politique de protection sociale. Des pays amis partagent leur expérience avec le ministère des Affaires sociales au cours d'une conférence internationale de 3 jours sur le sujet organisée cette semaine à Pétionville. C'est mardi dernier que Dany Laferrière a reçu son épée d'académicien lors d'une cérémonie à la mairie de Paris. Une seconde cérémonie a été organisée jeudi pour marquer son entrée à l'Académie française. À l'échelle internationale en Inde, la forte chaleur qui sévit depuis une semaine a causé la mort de plus de 1800 personnes alors que le thermomètre approche les 45 degrés Celsius. Aucune baisse de température n'a été annoncée jusqu'en fin de semaine par les services météo. Voilà pour les titres, à tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue à ce numéro de 56 minutes synthèse. Les audiences relatives aux 35 cas de contestation de candidature à l'élection présidentielle de 2015 se sont tenues lundi dernier au bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest, BCED, où 3 tribunaux constitués par tirage au sort, bien sûr, ont planché sur les contestations. 28 prétendants à la magistrature suprême de l'État ont vu leur candidature contestée. La majorité d'entre eux sont accusés de ne pas détenir de décharge de leur gestion alors qu'ils occupaient des fonctions publiques antérieurement. C'est le cas, par exemple, de Moïse Jean-Charles, Josepha Gauthier, Thierry Maillard-Paul, Laurent Salvador Lamotte et Maryse Narcisse. La candidate de Famille Lavalas est contestée pour absence de décharge de sa gestion comme ancienne directrice du ministère de la Santé publique. Alors qu'il est confronté à un problème de décharge qui alimente les discussions dans le milieu politique haïtien, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a rencontré la presse mardi dernier en vue de faire le point sur 3 rapports de la Cour des comptes concernant sa gestion à la tête de la primature, du ministère des Affaires étrangères et de la planification. Entre 2011 et 2014, Laurent Lamotte estime que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a traité son dossier relatif au ministère de la Planification avec beaucoup de légèreté. Il annonce qu'il va écrire au Parlement dysfonctionnel afin d'exiger une révision du rapport en question qui, selon lui,
présente de nombreuses irrégularités. Ludmilla Marc et Seïd Yvon étaient sur place. Ils vous présentent un compte-rendu. Effectivement, ancien Premier ministre Laurent Lamotte, quelques jours après, dépôt pièce li dans Bed-Ouest 1 comme candidat à la présidence, reni jeudi dans un hôtel dans centre-ville pour te venir fournir explication sur contestation ou bien sous rapport Cour supérieur des comptes à remettre pour lui. On a fort remarqué que c'était dans une ambiance chaleureuse côté plusieurs dizaines de sympathisants, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte t'es accueilli pendant l'étape rentrée dans le salon. Ils ont lancé plusieurs slogans tant que si Lamotte pas là pas de élection, si Lamotte Canet c'est pays qui prend Canet. Faut que nous disions c'était dans une ambiance vraiment cœur content, sympathisants lui te recevoir dans un espace qui était vraiment rempli de monde et en pile confrère nous avec concernant nous journalistes tout fait présence pour journée ça dans conférence de presse ancien premier ministre Tabay Jodia n'a invité à suivre comment ça t'est avec quelques sympathisants ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte. C'était un Laurent Lamotte qui était confiant à lui-même. Il était parlé pour dire qu'il y a un pile monde qui peut candidature à la présidence, mais d'après lui, c'est pas peur, faut que c'est pour grand goût, insécurité, chômage, pour le tailler. Il pas supposé peur parce que lui-même, il pas fait pièce moun rien pour persécuter. D'après lui, candidature bienvenue pour le pays d'Haïti, côté que libéral travail pour continuer faire toute ça qu'on fait en cours. Programme Petit Maman Chérie, l'école gratis, pour ne citer ça seulement. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui a réagi tout sur le rapport Cour supérieur des comptes adressé à lui-même qui sorti en faveur lui d'après lui-même fait connaître. Il y a deux rapports c'est le rapport primature avec le rapport ministère Affaires étrangères qui sorti favorable à lui-même. Cependant, rapport planification, un paquet de failles, il estimé que c'est des erreurs qui glissent là-dedans, côté que lui demandé pour le temps reprendre, pour le temps retraiter dossier ça, il estimé que le dossier est traité avec légèreté, mais lui-même il te bail explication sur divers points qui travaillent sur planification, côté lui estimé il souhaitait libéral déposer une contestation dans le Parlement, dans le Sénat précisément pour capable reprendre traitement dossier ça. On a fait songer que l'argent était débloqué après 3 cyclones qui étaient finis passer, ça veut dire les post-Sendia. Dans le pays, une situation où nous avons des villes entières qui étaient en bas de nous, nous avons plus que $1 milliard de dégâts. Eh bien, nous avons intervenu avec moyens dénominés pour nous faire ça capable, eh bien, pour nous venir en aide à la population. Aujourd'hui, il y a un pile bagaille qui a fait, un pile lettre qui a circulé, tractation qui a fait. Nous allons entrer dans la conclusion du rapport pour que nous soyons capables de suivre, même gens avec nous, est-ce que, eh bien, le dossier ça a été mérité, atterri sous le rapport Laurent Lamotte. Ça me gère, m'assumer à toute conscience. Mais ça me pas gérer tout, je ne peux pas faire m'assumer. Donc, dans le rapport Sendia, ils ont demandé pour justifier le montant de 3 milliards. Ok. Mais nous avons une présentation. Nous avons une présentation et nous avons si possible nous faire un petit bac pour nous permettre tout le monde de présentation. Et le rapport ça qui s'allie. Le rapport ça, même travail en toute transparence. Je ne vais pas travailler dans le fait noir. Je vais travailler dans la lumière. Et le rapport ça, il gagne sous lui. Post Senzi. 4 225 millions de gouttes. Et 4 225 millions de gouttes, ça, eh bien, il dit que il faut justifier 3 425 millions de gouttes.
Parce que il dit que pas de rapport MDPTC. MDPTC, ça veut dire ministre Jacques Rousseau, pas de rapport. Il dit que ministre Agriculture, pas de rapport. Il dit que FAES, pas de rapport. Il dit que ministère Affaires sociales, pas de rapport. Il dit que SMCRS, pas de rapport. Donc, comme il n'y a pas de rapport, c'est sous Laurent Lamotte qui a lagué tout mon temps. Comme si pas de travail qui était fait. Je dis, document ça, c'est un rapport exhaustif, détaillé de rapport période de post-samedi. Et là, on fait rapport, je vais me consulter. Gagner tout projet qui fait avec photo à l'appui. Donc, si vous avez consulté le rapport, eh bien, je ne vais pas mettre mon temps ça sous dôme. Mais, à part c'est tout, que nous avons écrit le Sénat pour nous contester et nous demander corriger le rapport ça pour que le rapport reflète la réalité. Il présente tout un document sous poste incendie, côté que il fait connaître pour budget poste incendie a évalué à 4 milliards 225 millions de gouttes qui était sous côté alors que KEPA a demandé pour justifier 3 milliards 425 millions de gouttes. Faut que nous dit après point de presse ça, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte a annoncé que la descend dans le Sénat républicain côté que libéral a déposé plainte contestation pour demander pour réviser rapport. N'a rappelé dossier ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte pour qu'on est là dans BCEN pour traitement. Le sénateur Francisco de la Cruz, qui réagissait sur la question de décharge de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, a déclaré qu'on ne devrait s'attendre à un rapport favorable de l'ancien chef du gouvernement, affirmant que Laurent Lamotte a fait une très mauvaise gestion des fonds du pays en sa qualité de haut fonctionnaire de l'État. Le parlementaire a rappelé que l'ancien Premier ministre s'est toujours refusé de se présenter par devant le Parlement pour s'expliquer sur sa gestion en tant que Premier ministre et ministre de la Planification. Le sénateur Francisco de la Cruz au micro de Yvan Seyid. Normalement, il y a un rapport de M. Lamotte, il y a un rapport de M. Brutus, il y a plus de rapports qu'il a, mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, comme sénateur pays, comme nous sommes capables de prononcer nous sous rapport. Nous ne pouvons pas dire ça parce que nous ne pouvons pas statuer pour nous dire bon voilà, mais qui a le rapport définitif ou pas. Parce que nous ne sommes pas capables, nous ne pouvons pas statuer, nous ne pouvons pas statuer puisque nous avons une commission bicamérale. Mais par contre, ça et coup de compte là, nous avons dit même quand nous avons un simple rapport qui n'a pas même ni caractère provisoire ni caractère définitif, ça veut dire son rapport. Il est juste un rapport sous gestion M. Sarr. Mais ce qui est clair que j'aime toujours dire, c'est que tout le monde déjà connaît par exemple qui rapporte le carton de M. Lamotte. C'est un peu difficile parce que tout le monde déjà connaît qui est M. Lamotte, comment il gérait les affaires de l'État, qu'est-ce qu'il faisait de l'argent de l'État, etc. Donc, moi, je vais voir ce qui me bat contre M. Lamotte, mais il faut nous dire la vérité à tout. Parce que M. Lamotte n'a pas jamais présenté devant le Parlement à plusieurs reprises, parce qu'il a gagné des jeunes, des sénateurs, des députés qui sont toujours proches, qui défendent l'intérêt. Bon, moi-même, que peut-être nous avons respecté le point de vue sénateur député qui a choisi de faire ça, mais moi-même, j'ai toujours eu courage pour me dire que on a géré 3 ministères. Alors, 2 ministères d'abord, affaires étrangères à un moment donné, après primature et la planification. Ce qui est clair, tout le monde connaît comment c'est fait. Après, c'est un débat qui n'a aucun rapport. Qui débat, il poste de 4,2 milliards. C'est après que maintenant, autant des ministères des Finances qui a obligé de demander pour que le jeune rapport sur 4,2 milliards qui étaient dépensés. Donc, il y a un ministère de l'Agriculture, 1,225 millions, 1 milliard 225 millions de gouttes. Il y a un SMCRS maintenant qui a dénoncé dans la radio également. Il y a des députés, des sénateurs qui étaient jeunes dans l'argent, etc. Ça veut dire que là, c'est un taux bouilli, son bouilli vidé, personne ne va s'allier. Donc, normalement, Jean situation est présenté, nous ne pouvons pas attendre l'autre bagaille que son rapport qui n'est pas en bonne santé. Ça veut dire que ce n'est pas un rapport qui nous ne pouvons pas attendre un rapport favorable pour M. Lamotte, mais ça, qu'est-ce que cela veut dire? Jamais. L'ex-ministre de l'Intérieur, Thierry Mayar-Paul, candidat sous la bannière de l'Union nationale des démocrates haïtiens, M. Mayar-Paul a affirmé n'être nullement concerné par la question de décharge, informant avoir en sa possession un jugement d'un tribunal ordonnant le conseil électoral provisoire d'accepter sa candidature sans le certificat de décharge exigé par le décret électoral. Il a expliqué avoir entamé depuis août 2012 des démarches auprès de la Cour des comptes en vue d'un audit de sa gestion comme ex-ministre de l'Intérieur.
déplorant que ces démarches auprès du Parlement depuis 2013 se soient révélées vaines. Les explications de Thierry Maillard-Paul au micro de Ronald Desormes et Fizia Mathieu. Moi-même personnellement, l'homme est sorti dans le ministère le 6 août 2012. Moi écrit le 14 août 2012 pour me demander Cour supérieure des comptes fait audit moi. Supérieur des comptes fait audit là. Yo transmettre li by chambre Sénat en janvier 2013. Depuis janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, Sénat avec Chambre des députés fait une commission bicamérale. Yo retravaille sur rapport audit moi, il est purel, OK? Yo joignent tout document qui était manqué ou bien pas manqué ou bien que était supposé que pas de ça et puis yo recommandé à l'Assemblée parlementaire de voter la décharge pour Thierry Maillard-Paul. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'homme écrit chambre et Sénat pour me dire mais fais-moi un certificat de décharge. Il dit malheureusement, il est empêché, il n'est pas en mesure pour le bon certificat. Petit papier qui peut te permettre à l'inscrire. Donc moi-même à ce moment, m'adresser à la justice, moi dit tribunal, mais constater toute lettre que m'écrit, constater Cour supérieure des comptes qui fait audit, moi, constater commission parlementaire là, qui dit octroyer des charges là, bombe des charges là. Donc moi-même moi pas qu'à camper parce que deux moun pas fait travail yo, que moi-même moi viens coller. Tribunal relais CEP, il relais Chambre des députés, il relais Sénat, il relais l'État haïtien et puis il dit ordonner CEPA recevoir papier sans certificat de décharge non? Et messieurs pas qu'à bloquer pour être certificat de décharge. Un vent de panique a soufflé jeudi dernier dans la commune de Delma. Des barricades de pneus enflammés érigées sur la chaussée, des jets de pierre lancés ça et là, des tirs nourris ont été entendus à l'origine des supporters de l'ex-maire de cette commune, Wilson Jeudi, était sur pied de guerre, exigeant de la Cour des comptes d'octroyer décharge à l'ancien premier citoyen de Delma, candidat à sa succession. Les protestataires se sont heurtés contre les forces de l'ordre qui ont procédé à plusieurs arrestations et intercepté plusieurs motocyclettes. Et les partisans de l'ex-maire de Delma avaient menacé d'intensifier leur mouvement de protestation si rien n'est fait pour accorder des charges à Wilson Jeudi. Écoutons les déclarations de l'un d'entre eux. Ils étaient au micro de Wesley Antoine et Samus David François. C'est pour Wilson Jeudi papier pour l'inscrire. Parce qu'on est équipe propre comme ça, qui travaille comme ça. Nous ne camper en face pour nous craser ce mouvement. Il faut continuer à faire travail Delma City. Nous-mêmes nous campons aujourd'hui. Nous campons aujourd'hui pour nous dire Wilson papier. Tout le temps, Wilson papier, nous avons bloqué Delma sous conteneur qui est papier. Le Conseil électoral provisoire n'a que le décret comme boussole, selon ce qu'a déclaré son président Pierre-Louis Aupon, qui, d'un ton ferme, a rassuré vendredi que le CEP maîtrise le calendrier électoral et que l'institution va très bien. De son côté, le conseiller Néhémie Joseph a affirmé que le tribunal électoral travaille d'arrache-pied pour rendre public le verdict relatif au cas de contestation des candidats à la présidence. Tour à tour, Pierre-Louis Aupon et Néhémie Joseph au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmine Denis. Même pas quoi son monde dit, font déclaration, dit hier matin, li ou elle Pétionville, ou bien vient poser une question, est-ce que l'homme Pétionville vrai? Monsieur Sorcide a dit que si au lieu de 3 tours, CEP a fait 2 tours, CEP a économisé 30 millions de dollars. Pour nous respecter le 25 octobre là, nous dit, nous avons fait législative là avant 25 octobre là, parce que nous si nous fait toute élection au 25 octobre là, après pour nous faire deuxième moment, nous pas de temps respecter 7 février et 11 janvier. Je répète encore. Même si CEP a fait toute élection au 25 octobre, après pour le faire deuxième moment, nous pas respecter matériellement 7 février et 11 janvier. Et nous estimons nous-mêmes, nous pas capables de respecter la date constitutionnelle. Pour cela, nous mettons un premier tour législatif avant 25 octobre. Nous avons choisi 9 août là et nous choisissons aujourd'hui à toujours parce que c'est le meilleur moment pour nous par rapport à ensemble d'activités qui est pour faire et ça nous programmer. Et c'est le meilleur moment pour nous tous qui va permettre de nous gérer des impondérables qui sont toujours possibles au calendrier électoral pour n'importe quelle activité qu'on va faire, qu'on va le marier, qu'on va le faire communion, qu'on va faire carnaval, qu'on va programmer un voyage. Donc dans ce sens, nous disons nous responsables. Je dis à la pas gagné qu'empêcher de nous respecter 9 août, on a respecté. Le présidentiel l'a fait le 25 octobre et si l'élection a fini.
Si il y a une nécessité pour le deuxième tour présidentiel là, à fait 27 décembre, qu'il plaise ou non à ce monsieur qui a fait cette déclaration. Par rapport à inscription et contestation dans le cadre présidentiel, parce qu'on a précisé pour présidentiel, tu as gagné 34 contestations qui étaient formulées contre 28 candidats. Donc, décision ça y a prendre là. Sitôt que décision ça y a affichée, après gagner 72 heures pour les gens qui ont formé recours, yo exercer recours et a gagné 48 heures pour greffe contentieux électoral national là informer parti qui gagne et que exercer recours contre client pour les venir prendre faire et cause parce que l'audience là après le fixé par le greffe du bureau du contentieux électoral national. Toujours en ce qui concerne les élections, 66 millions de dollars américains, le montant exigé par le Conseil électoral provisoire pour la réalisation des prochaines élections en Haïti. De cette somme, 57,8 millions seront consacrés aux opérations électorales, alors que les 8,2 à la logistique. Le document du budget final a été acheminé à l'exécutif, informe le conseiller Ricardo Augustin. Par ailleurs, le trésorier de l'institution électorale a indiqué qu'en raison de contraintes budgétaires, le CEP ne sera pas en mesure d'alimenter ces différentes structures en carburant d'ici le mois de juin 2015. Ricardo Augustin au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Et ça qui on préoccupé nous, c'est que non seulement nous en difficulté et sous l'argent que nous gagnons par exemple pour carburant, nous pas suffisamment de moyens pour que nous alimenter en nous dit toutes les structures infrastructures que nous gagnons. Donc ça, c'est une préoccupation pour ces CEP et d'ici mois de juin là, difficulté ça va faire que il va affecter sérieusement le fonctionnement CEPA. Par ailleurs, pour budget électoral là, budget à licence est prêt, il est finalisé, il fait environ 57 827 488 dollars américains et dans le budget ça, nous gagnons un complément de 8,2 millions de dollars américains pour logistique et infrastructure. Budget ça licence est finalisé. Et nous acheminons à l'exécutif par le biais du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales pour que nous gagnions avec l'exécutif vu que c'est lui-même qui pour chercher l'argent pour le compléter pour que l'élection soit réalisée. Pratiquement, actuellement, pendant qu'on a parlé à là, CEP1 a une disponibilité de 38,5 millions de dollars américains pour les élections. Et l'État haïtien contribuait à la hauteur de 13,5 millions de dollars sous le budget ça que nous gagnons. Donc, l'État gagne pour aller chercher reste ça qui retient pour que l'élection eux-mêmes arrive réaliser. Sachez par ailleurs que le CEP n'est toujours pas en mesure de payer les membres des BEC et des BED du pays, selon ce qu'a révélé le trésorier de l'institution. Toutefois, le conseiller Ricardo Augustin a donné la garantie que le Conseil électoral provisoire fera de son mieux pour honorer ses dettes envers les différentes personnes engagées dans la machine électorale. Le président de la République a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du processus électoral. Le nombre de partis politiques inscrits pour les prochaines élections traduit leur confiance au CEP, croit savoir Michel-Joseph Martelly. Le chef de l'État en a profité pour renouveler son engagement à permettre la réalisation d'élections honnêtes dans le pays cette année. Michel Martelly était au micro de Rost et Antoine et Yvan Seïd. Tout ça qu'a fait là, l'a fait par une institution indépendante, aucun contact entre la présidence et le conseil, sauf si le conseil a besoin de présidence, ça peut-être n'a pas répondre. Après ça, le Premier ministre lui-même, qui a une distance par rapport à intervention légère pour le faire, mais si c'est sous question, par exemple, assurez-nous qu'il y a des fonds disponibles. Parce que souvent, nous dit, de manquer quoi. Donc nous-mêmes, nous seul nous connaissons nous faire, nous étions disponibles pour si manquer quoi pour l'élection fait. Maintenant, Jean l'a fait dans ça qu'a fait là. Moi j'ai été posé parce que j'ai demandé une élection crédible. Moi j'ai décidé par une élection crédible pour dire que pas grand monde dans CEPA qui sont contact, pas grand monde dans CEPA Mgazi qui sont cavaliers Paul Cam. Donc nous avons fait tout ça qu'a fait. Moi et moi satisfait quand même du fait que toute partie pratiquement en d'un pays a inscrit. Ils ont même créé des partis pour inscrire.
Donc ça témoignait d'une certaine confiance que acteurs politiques ont gagné dans le système, dans la procédure. Automatiquement que acteurs sont contents, le président de la République est content. Parce que le président travaille pour faire tout acteur dans tout domaine reconnaître dans sa capacité. Le mouvement patriotique populaire des Saliniens Mopod se dit préoccupé de la façon dont se déroule le processus électoral, du train que ça va. Le coordonnateur général du Mopod, l'agronome Jean-André Victor, dit d'essayer un complot visant à entraver le processus, mettant en avant l'insécurité grandissante en pleine période électorale. La question de décharge, il dit voir un environnement incertain à la tenue des prochaines joutes dans le pays. Jean-André Victor au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Dans la bataille, il y a des gens qui demandent nous est-ce que nous sommes satisfaits de ce processus-là avancé. Nous répondons que jusqu'à présent, si vous avez parlé de affaires inscription candidat, nous n'avons pas trop de problèmes sur ça, bien que il y ait un pile de détails si vous voulez rentrer là-dedans, vous avez toujours joindre une bagaille pour dire dans ce sens. Mais ce qui préoccupe nous vraiment, c'est le fait que chaque jour qui passe, vous avez l'impression de plus en plus gagner un complot qu'a fait pour bloquer le processus là ou bien empêcher que l'évolue correctement. Vous regardez l'environnement électoral là, vous rendez compte une insécurité qui a monté chaque jour puis plus. Les gens qui ont demandé des décharges, c'est droit pour demander des décharges, mais tout le monde a compris que Jean Bagay a passé, la parole ou attendez, ça qu'a dit, c'est des signes qui montraient que y a une volonté pour entraver le processus là. Les dirigeants haïtiens sont confiants que la date du 9 août fixée par le calendrier électoral pour la tenue du premier tour des prochaines législatives partielles, c'est ce qu'ont rapporté les membres de la délégation du club de Madrid de passage en Haïti cette semaine. Cette mission conduite conjointement par l'ex-chef de l'État colombien Andrés Pastrana Arango, qui préside actuellement le club, et Sébastien Piñera, ancien chef d'État chilien, s'est entretenu avec le président haïtien Michel Martelly, les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide et René Préval sur la conjoncture socio-politique du pays. Les membres de la délégation se prononcent en faveur de la réalisation des élections dans le pays cette année. Suivez à ce sujet les déclarations de Andrés Pastrana Arango et Sébastien Piñera au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Et après toutes ces conversations, il repart avec des idées beaucoup plus positives parce qu'il maintenant il est assuré que les élections auront vraiment lieu le 9 août. Et il pense que les élections du 9 août sont très importantes, étant donné que ceci redonnera sa crédibilité à la communauté internationale. Y por eso conversamos de estos temas con el presidente Martelly y con el... Et dans ce cadre, nous avons discuté avec le président Martelly, avec les ex-présidents Aristide et Préval et aussi avec le Conseil. Et si ces autorités nous ont tous confirmé qu'ils étaient fermement convaincus et décidés à organiser les élections en août et, si possible, en décembre. Le deuxième tour en décembre. Et la première étape, à notre avis, c'est de respecter le calendrier électoral. Et tout comme le président Pastrana, nous pensions en arrivant ici que les possibilités de réaliser ces choses électorales en août étaient beaucoup plus faibles que ce que nous pensons maintenant avant notre départ. Mais il y a quelque chose que les Haïtiens ne doivent jamais oublier. Ils peuvent obtenir l'aide internationale. L'engagement principal et la responsabilité de créer une démocratie stable avec des institutions solides et avec un développement économique et social relève des Haïtiens eux-mêmes. Soulignons que le conseiller spécial du département d'État américain pour Haïti, Thomas Adam, juge lui opportun de modifier le calendrier relatif aux élections législatives, municipales, locales et présidentielles
prévu entre août et décembre prochain en Haïti, un changement qui verrait 2 tours au lieu de 3 comme prévu par le Conseil électoral provisoire et qui, selon Thomas Adams, permettrait d'économiser environ 30 millions de dollars et donnerait au CEP un peu plus de temps pour préparer les opérations électorales. Se confiant à un groupe de journalistes haïtiens en voyage actuellement à Washington, Thomas Adams s'est déclaré toutefois convaincu que les élections auront lieu coûte que coûte cette année et a rappelé que son pays contribue financièrement à la réussite du processus. Autre point, la représentante de Ban Ki-moon en Haïti est revenue ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Sur l'importance des élections pour Haïti, Sandra Honoré demande à tous les secteurs de s'impliquer pour une élection crédible, honnête et démocratique. Pour ce faire, Sandra Honoré dit croire que le gouvernement doit créer un climat stable pour les prochaines joutes. Les candidats doivent suivre les procédures tracées par la loi électorale et la Constitution en cas de désaccord et bannir la violence. Écoutons ces déclarations au micro de Mirly Delayer et Max Joseph. Le pays a besoin de représentants municipaux et locaux pour délivrer les services dont la population a besoin. La responsabilité pour la tenue en 2015 des élections législatives, présidentielles et locales, équitables, transparentes et inclusives, incombe aux parties prenantes haïtiennes. Le Conseil électoral provisoire, les partis politiques, les candidats et les candidates et les électeurs. La responsabilité reste aussi avec le gouvernement pour créer des conditions favorables à la tenue des élections et auxquelles le gouvernement est engagé. L'appel aux urnes en 2015 présente une occasion pour les Haïtiens et les Haïtiennes d'exercer les droits démocratiques de choisir en toute liberté et dans un climat de sérénité les représentants qui auront la charge de bâtir l'avenir du pays et améliorer les conditions de vie de la population. Afin que ce processus électoral puisse aboutir dans de bonnes conditions, les acteurs se doivent de refuser la violence en cas de désaccord et au lieu emprunter les mécanismes de recours prévus par le décret électoral et par la Constitution. Autre point à ce 56 minutes synthèse, parlons de la triste nouvelle qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le chanteur Jean Gessner Henry Jr. dit Coupé-Chloé Jr. est mort mardi soir aux environs de 10h à l'hôpital universitaire La Paix à Delma 33. Le chanteur qui avait reçu 6 balles a rendu l'âme des suites de ses blessures. La victime était en compagnie de quelques amis devant le local de son entreprise à Delma 7 lorsque des bandits ont débarqué sur les lieux pour leur soutirer des biens de valeur, explique une amie de l'artiste, Katiana Moudom, témoin du crime. Suivez son témoignage au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Dans nos chita, nous avons des blagues, nous avons deux messieurs paraître. Nous avons un téléphone. Pendant que nous avons le téléphone, nous avons envoyé moi, c'est un monsieur qui braque les amis. Après ça, je me garde moi l'autre ensemble avec encore. Après ça, on dit bah tout téléphone qui était dans nous tous dehors, vraiment nous bah téléphone non. Comme c'était nous plusieurs monde qui étaient dehors après bon. Vinn gen tirer tout ça, chaque monde vient éparpiller. Mais moi j'ai toujours été, toujours campé dehors, me pas courir rentrer dedans, me camper. C'est juste après tirer, les deux messieurs allaient sur une moto. On a le mal regardé, je suis à terre, la besoin faire relais pour mener à l'hôpital, courir mener à l'hôpital. Mais la seule chose, là où vient sous lit, nous tout à l'heure fin pour téléphone, il semble être gain zamni sous lit, il demandé les zamna. L'autre monsieur qui était là, il a couru, moi je viens tellement saisi, je viens pas courir, je camper. Après, il y aura les lignes d'altercation, bon, tirer fait juste parce que toutes les tirs c'est pas des machines, nous pas ça avec, nous pas rien, pas expliquer vraiment comment on fait, comment c'est tirer, comment on finit. Parce que là nous arrivons à l'hôpital avec, le docteur dit au senti pour lui
faible. Yo tapé c'est bal sérum tout ça, c'est après. Yo vient dire nous désolé, il va rien vie encore. Jean Gessner Henry Jr., décédé à 44 ans, est le fils du célèbre chanteur haïtien Jean Gessner Henry, alias Coupé Chloé, qui a inventé le rythme musical compas mamba. Jean Gessner Henry Jr. était lui aussi le chanteur principal d'une formation musicale à tendance compas portant son nom d'artiste. Coupé Chloé Jr., le décès de Coupé Chloé Jr. est une perte pour la musique haïtienne et surtout pour ses proches. La rédaction de Télésignal salue la mémoire de Coupé Chloé Jr. et présente ses sympathies à la famille du défunt et à tous ceux qui sont affectés par cette disparition brutale. Une nouvelle promotion d'élèves magistrats est entrée officiellement lundi dernier à l'école de la magistrature. Une cérémonie s'est tenue pour la circonstance au local de Lima à Frères, en présence notamment du président de la Cour de cassation, du secrétaire d'État à la justice, du directeur de l'EMAR. Cette promotion, la 6e depuis la création de l'EMAR en 1995, a un effectif de 60 élèves. 50% sont des femmes qui vont recevoir une formation d'une durée de 16 mois. Dans son intervention, le directeur de l'école de la magistrature, Kessner Termesi, s'est réjoui que l'institution a accueilli pour la première fois autant de femmes. Il a invité les 60 élèves de la promotion à se mettre au travail, affirmant que la formation va permettre aux bénéficiaires de participer valablement dans la politique judiciaire de l'État et rendre la justice avec équité. Kessner Termesi au micro de Samus David François. Élèves magistrats, vous étiez hier parmi les candidats des 5 juridictions d'appel du pays qui rêvaient d'être à l'EMA. Après les concours d'admissibilité et d'admission, vous voici prêts à apprendre le métier. Vous aurez à recevoir tout le savoir nécessaire pour devenir des magistrats capables de participer dans la politique judiciaire de l'État et rendre la justice avec équité. Par mon organe, je vous souhaite le courage et vous exhorte à vous mettre au travail. Bannissez l'absentéisme dans votre agenda. Préparez vos devoirs. Évitez les conflits avec vos camarades de promotion. Montrez-vous respectueux des règlements internes de l'institution. Ce sont là quelques conseils que je tiens à vous prodiguer. On observe la pause publicitaire, mesdames, messieurs. On vous retrouve dans quelques instants. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ce vendredi 29 mai a marqué la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Alors que l'on fête les 70 ans de l'institution cette année, pour marquer cette date, la MINUSTAH a organisé une cérémonie d'hommage à la mémoire de plus de 3000 casques bleus ayant perdu la vie au service de la cause de la paix dans le monde durant ces 70 années. Cérémonie qui visait également à saluer le courage de tous les soldats. Dans son discours de circonstance, la représentante spéciale du secrétaire d'État des Nations Unies en Haïti et chef civil de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a expliqué que cette journée est dédiée à tous les casques bleus qui ont laissé leur famille pour venir en aide à la population haïtienne. Selon Mme Honoré, le déploiement de la mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti
a conduit à une grande transformation sur le plan sécuritaire. Sandra Honoré au micro de Max Joseph et Mirly Daguerre. Nous commémorons aujourd'hui, comme tous les 29 mai, la journée internationale des casques bleus des Nations Unies, dédiée à la mémoire de celles et ceux qui ont payé de leur vie au service de la paix. La journée est dédiée aussi au travail de construction et de maintien de la paix et à ces hommes et ces femmes à travers le monde qui ont laissé derrière eux leurs familles pour travailler au nom des Nations Unies et venir en aide à ceux qui en ont besoin. En Haïti, en cette occasion, je voudrais tout d'abord que nous pensions au séisme du 12 janvier 2010 et à l'immense perte de vie haïtienne, sans oublier nos 102 collègues onusiens. À cet égard, depuis l'établissement par le Conseil de sécurité en 2004 de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, Haïti a connu une transformation remarquable. Aujourd'hui, les Haïtiennes et les Haïtiens vivent dans un environnement de stabilité relative, sans menace existentielle à l'ordre public, ce qui n'était pas le cas il y a presque 11 ans, quand la MINUSTAH a été déployée. Une minute de recueillement a été observée en mémoire des soldats victimes dans le séisme du 12 janvier 2010, ainsi que le soldat chilien Rodrigo Andrés Sandrueza Soto, assassiné à Ouanamet en avril dernier. Une gerbe de fleurs a été déposée en sa mémoire. Autre point à ce numéro de 56 minutes synthèse, le pape François a exhorté en milieu de semaine les évêques de la République dominicaine à accorder une attention particulière aux immigrés en provenance d'Haïti. À l'approche du délai imparti par les autorités dominicaines pour expulser des centaines de milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne en situation irrégulière en République dominicaine, le souverain pontife a indiqué qu'il est nécessaire de continuer à collaborer avec les autorités civiles afin de parvenir à des solutions aux problèmes de ceux qui sont privés de documents ou qui sont privés de leurs droits fondamentaux, ajoutant qu'il est inexcusable de ne pas promouvoir les initiatives de fraternité et de paix entre les deux nations qui composent cette belle île des Caraïbes. De plus, le pape croit important de savoir comment intégrer les immigrants dans la société et de les accepter dans la communauté ecclésiastique. Toujours à ce sujet, la protectrice du citoyen se dit préoccupée par la décision des autorités dominicaines qui menacent d'expulser des milliers d'Haïtiens en situation irrégulière sur leur territoire à partir du 17 juin prochain. Florence Elie rappelle que ce rapatriement interviendra à un moment où les conditions socio-économiques d'Haïti sont précaires. Elle appelle au respect des droits de ses compatriotes. Les précisions de la protectrice du citoyen, Florence Elie. Bon, et quand tout haïtien, nous très inquiets. Et nous inquiets à beaucoup de niveaux. D'abord au niveau économique, là. Comment nous pourrons absorber tout le monde ça? Du point de vue de l'OPC, nous pas fait partie, comme moi je fais expliquer, nous pas en exécution. Nous n'avons tout simplement essayé comment droits humains moun ça yo pour le respecter. Yo gen toute qualité droits humains, yo gen droit d'abord à une nationalité. Donc faut question ça agiter, faut le soulever, faut le voir une solution. Yo gen droit à une place dans la société de manière à ce que et yo respecter droit à la santé yo, ti moun yo respecter droit à l'éducation et droit à un logement. Donc il y a toute une série, tout un éventail de droits fondamentaux que OPC pour regarder très sérieusement comment l'État haïtien pour recevoir moun sa yo pour que li mette droit ça yo en œuvre et que le protéger. Parlons maintenant d'un conflit terrien dans la zone de Gantier impliquant la famille François Marseille contre le pasteur Muscadet André. La famille héritière du lopin de terre, s'étendant sur plus de 250 hectares, est montée au créneau pour dénoncer des irrégularités dans l'achat du terrain qui, a-t-elle déclaré, a été fait en contrebande. Les membres de la famille dénoncent des menaces dont ils font l'objet. Ils appellent la justice à voler à leur secours. Écoutons quelques-uns d'entre eux. Yo vini sous terrain, bon capable de yo geta même que gon achat qui fait sous terre. Achat qui fait sans que nous pas connaît.
pendant la partie pour nous arrêter en apprentissage là, yo qui volé longtemps à faire route. Mais koudia là nous gagne moun qui fait achat c'est André Miscadin. La justice a arrêté messieurs deux fois sous terrain. Mais le gouvernement a un téléphone qui est resté longtemps. Côté avant d'arriver à Quadribouco dans la gueule, il y a un bout d'argent. Beaucoup de gens sont capables de Miscadin, les représenter comme c'est lui-même, enfin, qui François Marseille. C'est dans la place Salmetel. Nous avons des concours avec la justice. Pour le moment, on prend monsieur mon niveau à travail et nous avons un pile menace que yo fait ça dit a fusillé nous ça dit si nous pas tranquille y a tué nous et bien nous même nous connaissons la justice on prend qui toute force nous on prend c'est la justice on prend qui force nous même nous relais au secours on prend nous faire voir nous passer dans la radio et tout côté pour la justice capable de nous. Protection sociale en Haïti vers l'élaboration d'une nouvelle politique. C'est sous ce thème que le ministère des Affaires sociales et du Travail, en partenariat avec la Commission économie pour l'Amérique latine et les Caraïbes, a démarré lundi dernier une conférence internationale sur la protection sociale à Pétionville. Cet atelier, qui durera 3 jours, s'inscrit dans le cadre de l'élaboration par le ministère des Affaires sociales d'une nouvelle politique de protection sociale. Reportage, Rossi Antoine et Jasmin Denis. Plusieurs pays comme le Brésil, le Mexique et le Chili sont représentés à cette conférence internationale sur la protection sociale qui se déroule à Pétionville. L'expérience de ces pays en matière de protection sociale devrait aider le gouvernement haïtien dans l'élaboration de sa nouvelle politique de protection sociale. Un travail qui constitue un impératif pour l'État haïtien, selon le Premier ministre Evans Paul. 40% de la population haïtienne souffre d'insécurité alimentaire. Nous avons donc de bonnes raisons de repenser notre politique de protection sociale. Les programmes d'investissement sociaux et la protection sociale productive sont 2 des 3 axes de structuration de la protection sociale en Haïti, proposés par le ministre des Affaires sociales. L'axe du registre social des bénéficiaires de la protection sociale. Il s'agit de mettre en place un système d'information fiable sur les populations cibles, les bénéficiaires de l'assistance sociale et les personnes enrôlées dans des programmes d'assurance santé. Une bonne politique de protection sociale serait irréalisable sans l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour tous, soutiennent les ministres de l'Éducation nationale et de la santé publique présents à la conférence. Toute bonne politique de protection sociale repose d'abord sur un accès inclusif de tous à une éducation de qualité. Il ne saurait avoir de justice sociale sans équité face à la santé. Il serait d'ailleurs très difficile de combattre la misère dans un pays où le système de protection sociale est très faible, estime pour sa part la directrice spéciale du PNUD. Sans croissance économique, il est impossible de maintenir le plancher de protection sociale. Et sans protection sociale, les personnes les plus vulnérables ne peuvent pas sortir de la pauvreté extrême. Mettre en place une nouvelle politique de protection sociale en vue d'accompagner surtout les personnes les plus vulnérables se révèle une initiative importante. Cette politique risque cependant d'être peu efficace si certains secteurs clés liés à son application, tels l'éducation et la santé, ne sont pas renforcés. Le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Emmanuel Minard, a présenté ce vendredi le bilan de ses réalisations à la tête de l'institution. Le DG de l'ONA a fait cette présentation en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République, Michel-Joseph Martelly. Emmanuel Minard a évoqué plusieurs chiffres pour montrer les progrès réalisés par l'ONA depuis son arrivée. Il y a de cela 1 an, de mai 2014 à avril 2015, la direction de portefeuille de l'ONA a approuvé 910 prêts sur salaire pour un montant de 117 541 gourdes, a indiqué Emmanuel Minard au micro de Rossi Antoine et Yvan Saïd. Sous regardez, nous avons dépensé en mai 2014, comme nous dépensons pour santé assurée, c'était 1 650 172 gouttes gratuites. Prochaine année, on regarde les bails, soyons pas tellement bon, et puis nous avons dépensé toute l'année ça.
j'ai étudié calcul là pour assurance forêt. Pendant que ça assurance là, même pour l'autre assurance, l'autre bagaille, pour vous, on prenez 1 million depuis juin. L'argent nous dépensé pour me faire mon 60 les pipiti et puis on va plus soin. De 1 650 000, on a 196, 196, 400, 300. Donc, de mai 29 mai, je suis entré à Jodia, alors qu'il finit avril, dans tout l'argent que nous pouvons collecter, on est entré 3 708 990 264 68. Le DG de l'ONA se dit toutefois insatisfait de son bilan à la tête de cette institution. Durant sa première année, il affirme cependant avoir fait de son mieux. M. Ménard en profite pour annoncer plusieurs perspectives de l'institution, citant entre autres la réouverture du prêt hypothécaire d'ici ce samedi et l'invitation d'un programme d'assistance médicale pour les pensionnaires de l'ONA. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, félicite le directeur général de l'ONA pour les travaux qu'il a réalisés à la tête de l'institution. Michel Martelly conseille à la direction de l'ONA de vulgariser davantage les différents services offerts à la population. Question de permettre aux citoyens d'être imbus de la mission de l'Office national d'assurance vieillesse. Écoutons Michel Martelly. Et souvent, il y a des problèmes dans n'importe quel secteur, son garçon peut brûler parce que M. Montet Niclet aime les féliciter au DG. Parce que tout le monde a les avocats ici a senti que moderniser l'ONA, rendre accessible à tout le monde, c'est vrai, mais à nous qui a plus besoin. C'est un bagage qui manque, nous devons faire plus de publicité pour nous comprendre ça, l'ONA, puis rejoindre. Tout bagage, ça, les incitatifs là. C'est des bagages qui nous font, si on compte ça, la fait mon entrer dans l'ONA, donc le plus qu'on entre dans l'ONA, plus l'argent, plus service. Donc nous devons faire plus de réclame, plus de monde comprendre qui ça qui l'ONA, nous avons bénéficié des bagages que peut-être la banque pas mal, mais l'autre institution pas mal, voilà, c'est l'ONA que là. Et vraiment, nos félicitations. Comme annoncé en titre, c'est mardi dernier que l'écrivain québécois d'origine haïtienne a reçu son épée d'académicien des mains de l'académicien Jean d'Ormesson lors d'une cérémonie privée à la mairie de Paris en France, en présence notamment du maire de Paris, Anne Hidalgo. Plusieurs personnalités haïtiennes ont fait le déplacement pour assister à l'événement. C'est le plasticien haïtien Patrick Villers qui a sculpté l'épée, symbolisant l'Egba, dieu vaudou président. Toute cérémonie et les passages suivant ce reportage de Radio-Canada retraçant le parcours de Dany Laferrière. Automne 2009, Dany Laferrière entre dans la cour des grands écrivains de la francophonie en remportant le prix Médicis pour son livre « L'énigme du retour ». Le livre raconte son retour dans son île natale, Haïti, qu'il a quitté en 1975 parce qu'un de ses amis, journaliste comme lui, est assassiné par des hommes de main du dictateur Duvalier. C'est au Québec qu'il va trouver refuge et vivre de toutes sortes de petits boulots jusqu'à la parution de son premier roman qui va marquer la littérature québécoise, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Début d'une carrière d'écrivain exceptionnelle avec plus de 20 livres publiés depuis. Je suis né en Haïti, mais je suis né écrivain au Québec. L'histoire et le parcours de Dany Laferrière ont modelé son œuvre littéraire et font de lui un écrivain unique en son genre. Je n'ai jamais cru que je pourrais être écrivain parce que je n'aime pas écrire, j'aime lire. Et Borges m'a fait comprendre plutôt, qu'on peut être un lecteur qui écrit. Dany Laferrière aime s'interroger sur sa condition d'écrivain. C'est l'objet de son dernier roman, Journal d'un écrivain en pyjama, rédigé lors d'insomnie dans le calme de la nuit. Il va maintenant devoir troquer son pyjama pour l'habit d'académicien. Effectivement, c'est l'Amérique qui entre à l'Académie. Je crois avec l'œuvre de Dany Laferrière qui, comme je vous l'expliquais, qui est très influencé par les auteurs sud-américains, par la littérature haïtienne, par la littérature québécoise, la littérature américaine aussi. Et ce sont ces livres-là, mis bout à bout, que j'ai suivis tout le long, jusqu'au long d'un certain quai, au 23, du quai Conti, à l'Académie française. Merci.
Un écrivain unique qui va donc faire son entrée dans l'immortalité. Soulignons qu'une seconde cérémonie a été organisée jeudi pour marquer l'entrée de Dany Laferrière à l'Académie française, où l'écrivain va siéger au 2e fauteuil, un siège antérieurement occupé par plusieurs grands écrivains, tels le penseur Montesquieu et le romancier Alexandre Dumas fils. Coup d'œil dans l'actualité internationale, la canicule continue de tuer en Inde. Le pays a recensé 1800 morts dus à cette vague de chaleur sans précédent depuis 20 ans. Jusqu'à ce vendredi, des campagnes d'appel à rester au frais se multiplient. À la télévision, la température avoisine les 47 degrés Celsius. Cette canicule sévit depuis une semaine dans le pays. Reportage Euronews. Une vague de chaleur sans précédent depuis 20 ans qui a déjà fait plus de 1800 morts. L'Inde souffre et ce sont les plus pauvres qui sont particulièrement affectés. Chaque année, la canicule tue, mais le bilan de 2015 est déjà 2 fois plus lourd que celui d'une année moyenne. À la télévision, une campagne appelle à rester au frais et pourtant, malgré la canicule, explique Pakaram, on ne peut pas s'arrêter de travailler. Je sais que le gouvernement a demandé de stopper les activités, mais on a besoin de manger, dit-il. Et comment faire si on arrête de travailler? Avec des températures proches des 47 degrés, la vie dans les bidonvilles est encore plus difficile que d'habitude. C'est très dur, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, on n'a même pas le minimum. Cette canicule, exceptionnelle par sa durée, sévit depuis une semaine. La mousson est attendue avec impatience en fin de mois dans le Kerala, mais dans plusieurs semaines dans le nord. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse tenu lundi dernier des audiences relatives aux contestations des candidatures à la présidentielle de 2015 au bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest. Le BCED a planché sur 35 cas concernant 28 candidats contestés, principalement pour absence de décharge. À un peu plus de 2 mois du premier tour des législatives, le CEP n'a pas encore réuni les 3/4 des 66 millions de dollars nécessaires à l'organisation des élections cette année. L'organisme électoral fait face actuellement à des contraintes budgétaires. L'école de la magistrature a accueilli lundi dernier sa 6e promotion, 60 élèves, magistrats dont 30 femmes qui deviendront juges au terme de 16 mois de formation. Une grande première en termes d'équité de sexe pour une promotion de Lima. Haïti veut se doter d'une nouvelle politique de protection sociale. Les pays amis partageant leur expérience avec le ministère des Affaires sociales au cours d'une conférence internationale de 3 jours sur le sujet organisée cette semaine à Pétionville. C'est mardi dernier que Dany Laferrière a reçu son épée d'académicien lors d'une cérémonie à la mairie de Paris. Une seconde cérémonie a été organisée jeudi pour marquer son entrée à l'Académie française. À l'étranger, en Inde, la forte chaleur qui sévit depuis une semaine a causé la mort de plus de 1800 personnes alors que le thermomètre approche les 47 degrés Celsius. Aucune baisse de température n'a été annoncée jusqu'en fin de semaine par les services météo. C'est pratiquement la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À la